car le second facteur de déracinement est l'instruction telle qu'elle est conçue aujourd'hui. La Renaissance a partout provoqué une coupure entre les gens cultivés et la masse. Mais en séparant la culture de la tradition nationale, elle l'a plongée du moins dans la tradition grecque. Depuis, les liens avec les traditions nationales n'ont pas été renoués, mais la Grèce a été oubliée. Il en est résulté une culture qui s'est développée dans un milieu très restreint, séparé du monde, dans une atmosphère confinée, une culture considérablement orientée vers la technique et influencée par elle, très teintée de pragmatisme, extrêmement fragmentée par la spécialisation, tout à fait dénuée à la fois de contact avec cet univers-ci et d'ouverture vers l'autre monde. De nos jours, un homme peut appartenir au milieu dit cultivé, d'une part sans avoir aucune conception concernant la destinée humaine, d'autre part sans savoir, par exemple, que toutes les constellations ne sont pas visibles en toute saison. On croit couramment qu'un petit paysan d'aujourd'hui, élève de l'école primaire, en sait plus que Pythagore parce qu'il répète docilement que la Terre tourne autour du Soleil. Mais en fait, il ne regarde plus les étoiles. Ce Soleil dont on lui parle en classe n'a pour lui aucun rapport avec celui qu'il voit. On l'arrache à l'univers qui l'entoure, comme on arrache les petits Polynésiens à leur passé en les forçant à répéter « Nos ancêtres les Gaulois avaient les cheveux blonds ». Ce qu'on appelle aujourd'hui instruire les masses, c'est prendre cette culture moderne, élaborée dans un milieu tellement fermé, tellement taré, tellement indifférent à la vérité, en noter tout ce qu'elle peut encore contenir d'or pur, opération qu'on nomme vulgarisation, et enfourner le résidu tel quel dans la mémoire des malheureux qui désirent apprendre, comme on donne la béquée à des oiseaux. D'ailleurs, le désir d'apprendre pour apprendre, le désir de vérité est devenu très rare. Le prestige de la culture est devenu presque exclusivement social, aussi bien chez le paysan qui rêve d'avoir un fils instituteur, ou l'instituteur qui rêve d'avoir un fils normalien, que chez les gens du monde qui flagornent les savants et les écrivains réputés. Les examens exercent sur la jeunesse des écoles le même pouvoir d'obsession que les sous sur les ouvriers qui travaillent aux pièces. Un système social est profondément malade quand un paysan travaille la terre avec la pensée que, s'il est paysan, c'est parce qu'il n'était pas assez intelligent pour devenir instituteur. Le mélange d'idées confuses est plus ou moins fausse, connu sous le nom de marxisme, mélange auquel depuis Marx il n'y a guère eu que des intellectuels bourgeois médiocres qui aient eu part. Et aussi pour les ouvriers un apport complètement étranger, inassimilable, et d'ailleurs en soi dénué de valeur nutritive, car on l'a vidé de presque toute la vérité contenue dans les écrits de Marx. On y ajoute parfois une vulgarisation scientifique de qualité encore inférieure. Le tout ne peut que porter le déracinement des ouvriers à son comble. Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont guère que deux comportements possibles. Ou ils tombent dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu'en partie. Dans cette situation presque désespérée, on ne peut trouver ici-bas de secours que dans les îlots de passé demeurés vivants sur la surface de la terre. Ce n'est pas qu'il faille approuver le tapage fait par Mussolini autour de l'Empire romain, et essayer d'utiliser de la même manière Louis XIV. Les conquêtes ne sont pas la vie, elles sont de la mort au moment même où elles se produisent. Ce sont les gouttes du passé vivant qui sont à préserver jalousement, partout, à Paris ou à Tahiti, indistinctement, car il n'y en a pas trop sur le globe entier. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé, et digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. L'amour du passé n'a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la Révolution puise toute sa sève dans une tradition. Marx l'a bien senti, qu'il a tenu à faire remonter cette tradition aux âges les plus lointains, en faisant de la lutte des classes l'unique principe d'explication historique. Au début de ce siècle encore, peu de choses en Europe étaient plus près du Moyen Âge que le syndicalisme français, unique reflet chez nous de l'esprit des corporations. Les faibles restes de ce syndicalisme sont au nombre des étincelles sur lesquelles il est le plus urgent de souffler.
Depuis plusieurs siècles, les hommes de race blanche ont détruit du passé partout, stupidement, aveuglément, chez eux et hors de chez eux. Si, à certains égards, il y a eu néanmoins progrès véritable au cours de cette période, ce n'est pas à cause de cette rage, mais malgré elle, sous l'impulsion du peu de passé demeuré vivant. Le passé détruit ne revient jamais plus. La destruction du passé est peut-être le plus grand crime. Aujourd'hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe. Il faut arrêter le déracinement terrible que produisent toujours les méthodes coloniales des Européens, même sous leurs formes les moins cruelles. Il faut s'abstenir, après la victoire, de punir l'ennemi vaincu en le déracinant encore davantage. Dès lors qu'il n'est ni possible ni désirable de l'exterminer, aggraver sa folie serait être plus fou que lui. Il faut aussi avoir en vue avant tout, dans toute innovation politique, juridique ou technique, susceptible de répercussions sociales, un arrangement permettant aux êtres humains de reprendre des racines. Cela ne signifie pas les confiner. Jamais, au contraire, l'aération n'a été plus indispensable. L'enracinement et la multiplication des contacts sont complémentaires. Par exemple, si, partout où la technique le permet, et au prix d'un léger effort dans cette direction elle le permettrait largement, les ouvriers étaient dispersés et propriétaires chacun d'une maison, d'un coin de terre et d'une machine, et si en revanche on ressuscitait pour les jeunes le Tour de France d'autrefois, au besoin à l'échelle internationale, si les ouvriers avaient fréquemment l'occasion de faire des stages à l'atelier de montage où les pièces qu'ils fabriquent se combinent avec toutes les autres, ou d'aller aider à former des apprentis, avec en plus une protection efficace des salaires, le malheur de la condition prolétarienne disparaîtrait. En résumé, la suppression de la condition prolétarienne, qui est définie avant tout par le déracinement, se ramène à la tâche de constituer une production industrielle et une culture de l'esprit où les ouvriers soient et se sentent chez eux. Bien entendu, les ouvriers eux-mêmes auraient une large part dans une telle construction, mais par la nature des choses, cette part irait en croissant à mesure que s'accomplirait leur libération réelle. Elle est inévitablement au minimum tant que les ouvriers sont dans l'emprise du malheur. Ce problème de la construction d'une condition ouvrière réellement nouvelle est urgent et doit être examiné sans retard. Une orientation doit être décidée dès maintenant, car aussitôt la guerre finie, on construira, au sens littéral du mot. On construira des maisons et des bâtiments. Ce qu'on aura construit ne sera plus démoli, à moins d'une nouvelle guerre, et la vie s'y adaptera. Il serait paradoxal qu'on laissât s'assembler au hasard les pierres qui doivent décider, peut-être pour beaucoup de générations, de toute la vie sociale. Par conséquent, il faudra avoir d'avance une pensée nette concernant l'organisation des entreprises industrielles dans l'avenir prochain. Si par hasard on se dérobait à cette nécessité par crainte des divisions possibles, cela signifierait simplement que nous ne sommes pas qualifiés pour intervenir dans les destinées de la France. Il est donc urgent d'examiner un plan de réenracinement ouvrier, dont voici, en résumé, une esquisse possible. Les grandes usines seraient abolies. Une grande entreprise serait constituée par un atelier de montage relié à un grand nombre de petits ateliers, d'un ou de quelques ouvriers chacun, dispersés à travers la campagne. Ce seraient ces ouvriers, et non des spécialistes, qui iraient, à tour de rôle, par période, travailler à l'atelier central de montage, et ces périodes devraient constituer des fêtes. Le travail n'y serait que d'une demi-journée, le reste devant être consacré aux liens de camaraderie, à l'épanouissement d'un patriotisme d'entreprise, à des confréries techniques pour faire saisir à chaque ouvrier la fonction exacte des pièces qu'il produit et les difficultés surmontées par le travail des autres, à des conférences géographiques pour leur apprendre où vont les produits qu'ils aident à fabriquer, quels êtres humains en font usage, dans quelle espèce de milieu, de vie quotidienne, d'atmosphère humaine ces produits tiennent une place, et quelle place. À cela s'ajouterait de la culture générale. Une université ouvrière serait voisine de chaque atelier central de montage. Elle aurait des liens étroits avec la direction de l'entreprise, mais n'en serait pas la propriété. Les machines n'appartiendraient pas à l'entreprise. Elles appartiendraient aux minuscules ateliers dispersés partout, et ceux-ci, à leur tour, seraient soit individuellement, soit collectivement, la propriété des ouvriers. Chaque ouvrier posséderait en plus une maison et un peu de terre. Cette triple propriété, machine, maison et terre, lui serait conférée par un don de l'État au moment du mariage et à la condition qu'il ait accompli avec succès un essai technique difficile, accompagné d'une épreuve pour contrôler l'intelligence et la culture générale. Le choix de la machine devrait répondre, d'une part au goût et connaissance de l'ouvrier, d'autre part aux besoins très généraux de la production. Ce doit être évidemment le plus possible
une machine automatique réglable et à usage multiple. Cette triple propriété ne pourrait être ni transmise par héritage, ni vendue, ni aliénée d'aucune manière. La machine seule pourrait dans certains cas être échangée. Celui qui en jouit n'aurait que la faculté d'y renoncer purement et simplement. En ce cas, il devrait lui être rendu non pas impossible mais difficile d'en recevoir plus tard ailleurs l'équivalent. Quand un ouvrier meurt, cette propriété retourne à l'État, qui, bien entendu, le cas échéant, doit assurer un bien-être égal à la femme et aux enfants. Si la femme est capable d'exécuter le travail, elle conserve la propriété. Tous ces dons sont financés par des impôts, soit directs sur les profits des entreprises, soit indirects sur la vente des produits. Ils sont gérés par une administration où se trouvent des fonctionnaires, des patrons d'entreprise, des syndicalistes, des députés. Ce droit de propriété peut être retiré pour incapacité professionnelle par la sentence d'un tribunal. Ceci, bien entendu, suppose que des mesures pénales analogues soient prévues pour punir, le cas échéant, l'incapacité professionnelle d'un patron d'entreprise. Un ouvrier qui désirerait devenir patron d'un petit atelier devrait en obtenir l'autorisation d'un organisme professionnel chargé de l'accorder avec discernement et aurait alors des facilités pour l'achat de 2 ou 3 autres machines, non davantage. Un ouvrier incapable de passer l'essai resterait dans la condition de salarié. Mais il pourrait toute sa vie, sans limite d'âge, faire de nouvelles tentatives. Il pourrait à tout âge et à plusieurs reprises demander à faire un stage gratuit de quelques mois dans une école professionnelle. Ces salariés, par incapacité, travailleraient soit dans les petits ateliers non coopératifs, soit comme aide d'un ouvrier travaillant chez lui, soit comme manœuvre dans les ateliers de montage. Mais ils ne devraient être tolérés dans l'industrie qu'en petit nombre. La plupart devraient être poussés dans les besognes de manœuvres ou de gratte-papier indispensables au service public et au commerce. Jusqu'à l'âge de se marier et de s'établir chez lui pour la vie, c'est-à-dire selon les caractères, jusqu'à 22, 25, 30 ans, un jeune ouvrier serait regardé comme étant toujours en apprentissage. Dans l'enfance, l'école devrait laisser aux enfants assez de loisirs pour qu'ils puissent passer des heures et des heures à bricoler autour du travail de leur père. La demi-scolarité, quelques heures d'études, quelques heures de travail, devrait ensuite se prolonger longtemps. Ensuite, il faudrait un mode de vie très varié, voyage du mode Tour de France, séjour et travail tantôt chez des ouvriers travaillant individuellement, tantôt dans des petits ateliers, tantôt dans des ateliers de montage de différentes entreprises, tantôt dans des groupements de jeunesse du genre chantier ou compagnon, séjours qui, selon les goûts et les capacités, pourraient se répéter à plusieurs reprises et se prolonger durant des périodes variant de quelques semaines à 2 ans dans des collèges ouvriers. Ces séjours devraient d'ailleurs, à certaines conditions, être possibles à tout âge. Ils devraient être entièrement gratuits et n'entraîner aucune espèce d'avantage social. Quand le jeune ouvrier, rassasié et gorgé de variétés, songerait à se fixer, il serait mûr pour l'enracinement. Une femme, des enfants, une maison, un jardin lui fourniraient une partie de sa nourriture, un travail le liant à une entreprise qu'il aimerait, dont il serait fier, et qui serait pour lui une fenêtre ouverte sur le monde, c'est assez pour le bonheur terrestre d'un être humain. Bien entendu, une telle conception de la jeunesse ouvrière implique une refonte totale de la vie de caserne. Pour les salaires, il faudrait surtout éviter, d'abord bien entendu, qu'ils soient bas au point de jeter dans la misère. Mais ce ne serait guère à craindre dans de pareilles conditions. Puis qu'ils occupent l'esprit et empêchent l'attachement de l'ouvrier à l'entreprise. Les organismes corporatifs, d'arbitrage, etc. devraient être conçus uniquement à cet effet, fonctionner de manière que chaque ouvrier pense rarement aux questions d'argent. La possession de chefs d'entreprise devrait, comme celle de médecins, être au nombre de celles que l'État, dans l'intérêt public, autorise à exercer seulement sous la condition de certaines garanties. Les garanties devraient avoir rapport non seulement à la capacité, mais à l'élévation morale. Les capitaux engagés seraient bien plus réduits que maintenant. Un système de crédit pourrait facilement permettre à un jeune homme pauvre, qui a la capacité et la vocation d'être chef d'entreprise, de le devenir. L'entreprise pourrait ainsi redevenir individuelle. Quant aux sociétés anonymes, il n'y aurait peut-être pas d'inconvénient, en ménageant un système de transition, à les abolir et à les déclarer interdites. Bien entendu, la variété des entreprises exigerait l'étude de modalités très variées. Le plan esquissé ici ne peut apparaître que comme terme de longs efforts, au nombre desquels des efforts d'invention technique seraient indispensables. En tout cas, un tel mode de vie social ne serait ni capitaliste, ni socialiste. Il abolirait la condition prolétarienne
au lieu que ce qu'on nomme socialisme a tendance, en fait, à y précipiter tous les hommes. Il aurait pour orientation, non pas selon la formule qui tend aujourd'hui à devenir à la mode, l'intérêt du consommateur, cet intérêt ne peut être que grossièrement matériel, mais la dignité de l'homme dans le travail, ce qui est une valeur spirituelle. L'inconvénient d'une telle conception sociale, c'est qu'elle n'a aucune chance de sortir du domaine des mots sans un certain nombre d'hommes libres qui auraient au fond du cœur une volonté brûlante et inébranlable de l'en faire sortir. Il n'est pas sûr qu'il puisse être trouvé ou suscité. Pourtant, hors de là, il semble bien qu'il n'y a de choix qu'entre des formes différentes et presque également atroces de malheur. Bien qu'une telle conception soit d'une réalisation longue, la reconstruction d'après-guerre devrait avoir immédiatement pour règle la dispersion du travail industriel. But what is the tempo? Okay. Les métiers au Moyen-Âge, c'est un livre qui retrace donc toutes les activités artisanales, à la campagne et surtout en ville, pendant le Moyen-Âge. Le but de ce livre était de combler un manque et puis aussi de faire découvrir au public la vie des métiers sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de fausses idées. Par exemple, l'idée que les gens travaillaient d'arrache-pied beaucoup, tous les jours, à des horaires de travail absolument horribles. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire, puisque si on compte les dimanches et jours de fête dans une ville moyenne en Europe, au Moyen-Âge, il y a 100 jours qu'on ne travaille pas par an. Et on ne travaillait pas très jeunes enfants non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec le tiers-monde aujourd'hui. Les jeunes enfants ne travaillaient pas au Moyen-Âge. Les conditions de travail difficiles, en fait, sont récentes, elles se sont devenues très dures avec la révolution industrielle au XIXe siècle. Autre idée reçue, évidemment, l'idée que les femmes ne travaillaient pas. Les femmes travaillaient au Moyen-Âge, leur travail était reconnu. Alors ça dépend des pays et des régions, mais on voit des femmes, par exemple, à Strasbourg, exercer des métiers comme gardien de portes fortifiées, charretier, tonnelier. Tous les noms de professions étaient féminins. Au Moyen-Âge existaient en féminin déjà. Vous aviez les pintresses, les orfèvresses. Tous les noms existent déjà en français du Moyen-Âge. Le travail est organisé de façon très, très stricte au Moyen-Âge. Alors ça a des avantages, ça a des contraintes aussi, c'est sûr. Mais on ne peut pas exercer un travail sans appartenir à ce qu'on appelle un métier, mais avec un grand thème, c'est-à-dire qu'il faut prêter serment, appartenir à une confrérie. Et donc les membres se doivent absolument entraide entre eux, en cas de maladie, en cas de mort. On va aider la veuve. Par exemple, il est totalement interdit à un artisan de pratiquer des prix plus élevés qu'un autre, en fait. Donc il y a vraiment une contrainte assez forte, mais il y a les avantages aussi, et on parle comme ça de sécurité sociale avant l'heure, puisque chaque métier a une caisse qu'il appelle la boîte, et donc on verse sa cotisation, et cette cotisation, elle est reversée aux ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les orphelins, les veuves ou les malades du métier. Si un nouveau venu arrive dans une ville, il ne peut pas exercer le métier tant qu'il n'est pas accepté par le métier. Il n'y a pas du tout de libéralisme. Voilà.